Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Europe 1, c'est un grand jour pour la France. Nous sommes le 2 décembre. Et aujourd'hui, 2 décembre, c'est l'anniversaire d'un grand homme. Oui, un grand homme. Oui. Ce grand homme, il est parmi nous aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Fabien Lecoeuvre. Mais non. Merci. Fabien Lecoeuvre. Eh ouais, c'est l'anniversaire de Fabien. Bon anniversaire. Eh ouais, je le sais depuis ce matin parce que j'ai reçu des... Vous saviez pas ça? Non, si on lui avait pas dit, il savait pas que c'était son anniversaire. Il l'a su depuis ce matin, il l'a su. J'ai reçu une trentaine de slips, caleçons, boxeurs, tout ça directement dans mes bureaux. Ah ouais, d'où? Bah oui. Ils m'envoient des slips et pour mon anniversaire. Les gens, je crois que c'était des livres que je recevais. Et c'était il y avait toutes les tailles, toutes les marques, et même des... Alors, vous allez faire quoi pour votre anniversaire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire TPMP ce soir. Et à part ça? Mais j'ai rien d'autre prévu. Mais Non, j'ai rien de prévu. Non, mais c'est pas possible. Même Non, c'est pas vrai. un petit dîner entre amis. Avec votre fille? Mais non, ma fille elle est pas là ce soir, c'est elle est en reportage. Et votre Demain je ferai un truc dans la semaine. Et votre conjointe? Et ma conjointe, je l'ai vue hier. Non. J'ai avancé l'anniversaire. Ah d'accord. Alors, maintenant, il a sorti sa bouche. Allez, merci, Eminez. Allez, c'est parti, on marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On démarre la semaine en forme. Très en forme. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Dites-nous. Alors, dites-nous ce que vous pensez de tout ce qui se passe là et ce qu'on va vous dire. Puisque ça y est, ça tombe. Ça y est, ça tombe apparemment. Le gouvernement va tomber. Ça y est, voilà. Il est tombé pour elle. Il est tombé pour Marine Le Pen. Je suis tombé pour elle. Exactement, c'est ce que va chanter Michel Barnier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et je poserai des questions, moi aussi, sur ce qui va se passer. Et vous allez voir, on a pas mal de réponses. Merci d'être avec nous. En tout cas, Olivier d'Artigol est là. Bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour les amis. D'Artigol. Voilà, merci, on n'a que ça pour l'instant. Valérie Benaïm est là. Bonjour, toujours en foulard. Oui, tout à fait. Toujours en foulard. Très joli foulard. Merci beaucoup. Ah non, mais franchement, quel bonheur. Très joli Valérie. Quel bonheur de la voir, la Benaïm. Non, je t'ai plus. Non, mais franchement, c'est une joie d'être avec vous tous et avec nos auditeurs. C'est vrai, ah oui, vraiment. Je suis très heureuse de venir à chaque après-midi sur Europe 1. Merci Benaïm. Et enfin, je vous l'ai dit, il y a un instant, c'était son anniversaire, c'est Fabien Lecoeuvre. Et il est là, il est avec nous. Et là, il est heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, il est comme un fou. On dirait que c'est son anniversaire à lui. Gauthier Lebray est avec nous. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors on dit bonsoir à 16h maintenant, parce qu'il fait tellement nuit que... Voilà, je vous le dis. 16h03 et c'est terminé. Exactement. Mon Satanée heure d'hiver. Allez, ça y est. Alors combien de temps il a duré le gouvernement? Michel Barnier n'aura pas fait 3 mois. Voilà. Un peu moins de 3 mois, 90 jours. 90 jours, exactement. Ouais, c'est ce que, à mon avis, c'est ce que je prévois sur le couple Benaïm d'Artigol. 90 jours, pas plus. Non, mais ça donne des perspectives. Mais je vous dis pas plus. Je vois pas plus que 90 jours pour Benaïm d'Artigol. Donc ils sont dans le même délire. Gauthier Lebray. Après, il peut tenir un peu plus avec les affaires courantes, comme Gabriel Attal avait passé l'été en étant Premier ministre démissionnaire. Exactement. Donc voilà, donc il va rester pour l'instant. Alors pour l'instant, il va rester. Déjà. Alors prenons les choses dans l'ordre. Dites-nous ce qui va se passer. Alors voilà. Et on va vous dire un peu tout ce qui s'est passé ce week-end. Après on va vous faire le déroulé parce qu'on a des infos avec mon Gauthier Lebray. Donc là, les toutes dernières infos qui viennent de tomber, qui nous proviennent de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, Marine Le Pen a annoncé voter la motion de censure déposée par la gauche. Donc NFP plus RN, le gouvernement tombe. Il y a 48 heures de délai entre le dépôt d'une motion de censure et sa mise au vote. Donc le vote de la motion de censure interviendra mercredi, et c'est mercredi, selon toute vraisemblance, je prends une précaution de langage, Michel Barnier devrait tomber donc mercredi à cause de cette motion de censure de la gauche votée par le Rassemblement national. Très bien. Alors, ça c'est pour les dernières infos. On va dire tout ce qui s'est passé et ce qui a fait que ça a tourné. Voilà. Parce que moi, des infos que j'avais, sachez-le, vendredi, c'était pas encore joué. Si. Alors vendredi, moi des infos que j'avais vendredi. Vendredi, c'était enclenché. Il y avait une volonté de censurer en laissant la porte ouverte à Michel Barnier d'accepter les lignes rouges du Rassemblement national. Moi, je vais vous dire, même samedi soir, c'était pas encore décidé. Et ça s'est décidé après la prise de parole du ministre du Budget. Alors, Laurent Saint-Martin a dit dans les colonnes du Parisien que les négociations s'arrêtaient et qu'il n'y aurait plus de ligne rouge acceptée. Ça a été complètement, en plus, démenti par Michel Barnier aujourd'hui, puisqu'il a reculé sur les médicaments. Il a accepté de ne pas dérembourser certains médicaments. Donc il a désavoué Laurent Saint-Martin, mais ça ne suffira pas à éviter la censure. Mais oui, la sortie de Laurent Saint-Martin a tout accéléré, même si depuis plusieurs jours, il y avait la volonté de Marine Le Pen et de Jordan Bardella de censurer Michel Barnier. Alors il y a eu plusieurs points aussi. Là, aujourd'hui, Michel Barnier, dans son communiqué où il annonce qu'il ne dérembourse pas certains médicaments, il cite Marine Le Pen. Il dit
voyez qu'il fait un geste envers Marine Le Pen alors qu'il ne l'avait pas fait la semaine dernière. Et ça avait été très mal pris par Marine Le Pen qui disait « Ils veulent nos voix mais pas nos gueules. Ils n'assument pas de nous faire des concessions. » Donc ça, c'était quasiment plus important que la concession en elle-même. Faire des concessions, ils voulaient leur envoyer quoi, des concessions Les concessions automobiles, oui. Quoi, là, il va avoir le temps de faire le tour. Est-ce que malgré tout, moi je pose une question un peu comme ça. Alors attendez, parce que chacun aura une question à poser. Valérie Bénédine va démarrer. Voilà, la dame au foulard, comme on l'appelle, dans les couloirs d'Europe 1. Il y avait la dame au camélia, c'est la dame au foulard. Oui. Est-ce que malgré tout, pour le RN, c'est pas une position un peu compliquée? C'est-à-dire que leurs électeurs avaient envie qu'ils aient une position très forte et très affirmée. 60% voulaient qu'ils censurent. Voilà. 60%. Et en même temps, est-ce que le chaos qui peut s'en suivre, ils en seront redevables? Alors, évidemment, c'est un pari. Si les taux d'intérêt demain s'envolent, comme on a pu le voir au moment où le Parisien sort l'info avec l'analyse qui va donc s'avérer juste d'Emmanuel Macron, Michel Barnier va tomber et plus vite que vous ne le pensez parce que Marine Le Pen va le censurer. Là, on avait vu les taux d'intérêt déjà s'envoler pour atteindre ceux de la Grèce. Évidemment, c'est un risque. Mais après, ça sera mis aussi au compte d'Emmanuel Macron, qui a voulu cette dissolution. D'ailleurs, intéressant, je note, en 1962, dernière fois qu'un gouvernement a été censuré, il n'y a eu qu'un précédent, celui de Georges Pompidou. Il est censuré en 62. Que fait le général de Gaulle? Il dissout ensuite l'Assemblée nationale. Là, Emmanuel Macron ne peut pas le faire. Donc, très vite va se poser la question de la suite. Et la pression va évidemment monter contre l'Élysée et contre le chef de l'État. Mais si il y a un risque pour Marine Le Pen d'être rendue responsable d'une situation très compliquée, notamment avec les taux d'intérêt qui s'envoleraient, évidemment, le premier responsable, il se trouve à l'Élysée, puisque c'est lui qui a quand même décidé de cette dissolution qui a abouti sur la situation politique qu'on connaît. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1 si vous avez des questions, si vous avez des avis, bien entendu, dites-nous ce que vous pensez, parce que là, ça va être un chaos. Hein. Là, les milieux économiques sont très, très, très inquiets, sachez-le, hein, parce que voilà, forcément, il n'y aura pas de budget de voter. Donc, c'est le budget de l'année 2024 qui va s'appliquer. Mais bon, le budget de l'année 2024, il n'a rien à voir avec ce qui va se passer après. Donc, les mecs, ça va être n'importe quoi. On en parle dans un instant sur Europe 1, puis on a énormément de questions. Quid de Bruno Retailleau, quid de Le Cornu, quid de Rachida Dati. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous, 01 80 20 39 21. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 7h12. On est en direct, bien entendu, et on est avec toute l'équipe. Et ça tombe, les nouvelles tombent, sachez-le, ça y est, hein, le gouvernement Barnier compte ces dernières heures, ces derniers jours, Gauthier Lebray. Oui, parce que la gauche a donc annoncé déposer une motion de censure qui sera votée par l'ensemble de la gauche. Il y avait eu un doute sur le PS. François Hollande a été très clair ce week-end en disant qu'il voterait la motion de censure. Marine Le Pen, qui est en train de s'exprimer en ce moment même à l'Assemblée nationale, a annoncé à l'instant qu'elle voterait la motion de censure de la gauche, donc le doute n'est plus permis. Dans 48 heures, mercredi, puisqu'il y a un délai de 48 heures pour voter une motion de censure, le gouvernement de Michel Barnier sera censuré et Michel Barnier sera donc le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République et son gouvernement sera le deuxième à être censuré seulement de l'histoire de la Ve. On l'annonçait comme quelqu'un qui sait négocier, qui est capable de négocier. Là, il a eu du mal. Ah bah c'est pas Denzel Washington. Hein. C'est lui qui a fait le négociateur. Je crois que c'est Samuel L. Jackson. C'est Samuel L. Jackson. Denzel Washington, c'est Man on Fire. Exactement, voilà. Et qui négocie bien aussi. Et qui négocie bien aussi, ouais. Qui va chercher la petite Dakota Fanning. Ah bah je peux te dire, ouais, c'est pas une nullité en négociation. En négociation, c'est pas un peintre. Hein. Mais je te le dis, c'est pas un peintre. C'est loin d'être un peintre, le Denzel Washington ni le Samuel L. Jackson. Mais il avait réussi le Brexit. Mais oui, en fait, c'est pas du tout pareil. Quoi, Denzel Washington? Non, pas non, Barnier. Vous savez quelle est la grande différence entre le Brexit et aujourd'hui l'Assemblée nationale et Marine Le Pen? Dites-nous. C'est le temps. Sur le Brexit, le temps jouait en faveur de Michel Barnier. C'est pas de Didier Barbelivien. Là, il jouait contre Michel Barnier, le temps. Ouais, c'est vrai, exactement. Ouais. Vrai. Il faut laisser le temps au temps, c'est McMahon. Ce qu'il disait. Non, c'est pas McMahon, ça. Non. C'est une avenue, McMahon. Ça n'a rien à voir. Il n'a jamais rien dit. Excusez-moi. Gauthier Lebray, juste petite question. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures et dans les prochaines... Moi, petite info que je voudrais donner aux auditeurs d'Europe 1. Et Gauthier, je le dis, samedi soir, je vous promets que samedi soir, c'était pas encore tout à fait joué. C'était... Ah si, non, c'était pas tout à fait joué. Ils devaient se parler. Jordan Bardella et Marine Le Pen devaient se parler dimanche pour décider, vraiment, ils devaient faire une liste de doléances à Michel Barnier.
dire voilà ce qu'on veut. Ah, ça c'était envoyé, les bien sûr. fameuses lignes rouges. Les lignes rouges. Ils attendaient, ils voulaient lui reparler dimanche, mais comme il y a eu samedi matin, la sortie de Laurent, dimanche matin, la sortie de Laurent Saint-Martin, terminé, c'était terminé. Ministre du budget qui dit Cyril, l'interview relue et validée par Matignon. Voilà, c'est ça qui est dingue. Ouais. Donc c'est ça, oui. Mais à mon avis, c'est le café, le Matignon qui a relu. C'est pas la. Non mais c'est ça c'était une erreur stratégique monumentale. Dimanche matin, c'était fini. Vrai ou pas? Ça c'était une erreur stratégique monumentale. Puisque pour les auditeurs, le ministre du budget a dit on n'accepte plus les lignes rouges de Marine Le Pen. Est-ce que c'est parce que justement il y avait cette incertitude du côté du PS et qu'ils essayaient peut-être éventuellement de négocier à gauche? Je pense qu'ils ont cru que le PS se désolidariserait du nouveau Front Populaire. Oui. C'est encore une fois un leurre. Le PS ne se désolidarise pas. On le voit quand même depuis 2 ans du nouveau Front Populaire. Et là, ils vont voter la censure, tel un seul homme, la gauche. Donc, ça a été un mauvais calcul. C'est ce qu'a fait le jockey, quoi. Le jockey. Saint-Martin. Non, mais c'est le ministre du. C'est vrai. Essayez de suivre. Non, mais c'est vrai, continue. Autant pour nous. On va pas se raconter d'histoire. Autant vous dire, moi j'ai eu des infos vendredi soir. Il y avait la volonté de censurer Michel Barnier en se laissant une porte de sortie si d'un coup Michel Barnier se mettait à genoux devant Marine Le Pen et Jordan Bardella. Exactement. Oui. Mais Laurent Saint-Martin a tout fait capoter. Et puis, il faut quand même dire les choses. Il y a cette interview validée par Matignon et 24 heures plus tard, on fait une nouvelle concession au RN. Mais on va pas au bout, puisqu'on a fait la concession sur les médicaments, mais pas sur les retraites, puisque Marine Le Pen voulait que tous les retraités soient revalorisés à 100% de l'inflation au 1er janvier. Or, ça ne sera pas le cas. Michel Barnier a refusé cette dernière demande de Marine Le Pen. Exactement. Oui, est-ce qu'on sait déjà qui pour remplacer? On a évoqué Le Cornu. Est-ce que Le Cornu est toujours dans la... Il y a 3 personnes qui ressortent. Le Cornu. Oui. Oui, vous en avez une autre, allez-y. Non, je voulais dire déjà, il faut trouver quel profil, parce que déjà, certains disent... Je sais que Jordan Bardella aime bien Le Cornu. Mais Marine Le Pen aussi aime bien Le Cornu. Donc, ils déjeunent ensemble. C'est important parce que... Le Cornu, qui est celui d'ailleurs le plus ancien d'ailleurs au gouvernement. On oublie, mais c'est le plus ancien, exactement. Enfin, on sait que quand un nom sort, en règle générale, c'est pas celui qui, mais au final... Là, moi, je pense qu'il faut réagir et raisonner autrement. Ouais. Parce que c'est une fadaise de dire que Emmanuel Macron va aller piocher à gauche. Il est hors de question pour Emmanuel Macron d'être nommé un Premier ministre de gauche qui tiendrait 48 heures à Matignon. Vous imaginez l'instabilité que ça ajouterait déjà l'instabilité. Il faut quelqu'un qui tienne, au moins plusieurs mois. Donc pourquoi est-ce que le nom de Le Cornu est intéressant? Parce qu'il faut quelqu'un qui ne soit pas censuré par le RN, qui rassemble les Républicains et les macronistes. Donc, Le Cornu, il est validé par le Rassemblement national. Il ne sera pas censuré de manière automatique. Il traite Marine Le Pen. C'est important parce que Marine Le Pen, elle s'est sentie méprisée par Michel Barnier et ça a joué énormément dans sa décision de le censurer. Ensuite, les macronistes, il émane des macronistes, Sébastien Lecornu, donc ils n'ont pas de raison de le censurer. L'inconnu sur Sébastien Lecornu, c'était les Républicains. Et quelqu'un comme Bruno Retailleau pourrait rester si c'était Sébastien Lecornu. Exactement. Donc c'est pour ça que cette personnalité est intéressante. Qui pourrait rester Bruno Retailleau, ce qui pourrait rester, oui, a priori. Si ça dépend qui est à Matignon. Je pense que si c'est Sébastien Lecornu, c'est jouable. Exactement. C'est jouable. Et est-ce que ça va aller vite? Parce que c'est ça la grande question. Est-ce qu'il y aura une trêve de Noël? Est-ce que Macron va faire traîner et on attendra janvier pour les trêves? Alors, est-ce qu'il va faire traîner comme Charles ou il va... La mère. Non, c'est une vraie question parce qu'il avait fait traîner. Mais bien sûr, souvenez-vous des grands rendez-vous avec la nation, etc. Voilà. On ne sait pas quoi inventer pour gagner du temps à l'Élysée. Le fameux maître des horloges. Et là, on arrive à Noël, donc la trêve de Noël, elle est jouable. Hein. Oui, sauf que Emmanuel Macron, plus il attend, plus la pression va se rapprocher de l'Élysée. Plus la petite musique de la démission, même si je n'y crois pas personnellement, va monter médiatiquement. Alors ça, franchement, il ne démissionnera pas, ça ne rêvez pas. Oui, mais ça va quand même. Il y aura quand même une petite musique de fond. Oui, mais je pense qu'Emmanuel Macron, il s'en fout total de ça. Ah bah ça, je vous le dis, il fera comme il a dans la tête. Croyez-moi, je pense vraiment que la pression sur l'Élysée... Donc s'il se fiche de la pression sur l'Élysée, ça veut dire qu'on peut aussi tabler sur une nomination en janvier. Je pense qu'il va faire traîner. Avec une trêve à Noël. Il va traîner. S'il y a bien une leçon à retenir des derniers mois, c'est que tout est possible. Rendez-vous compte de l'année politique qu'on vient de passer. Avec les européennes, la victoire du RN, la dissolution, Michel Barnier qui met des semaines à être nommé, la deuxième censure de l'histoire de la 5e République qui va arriver mercredi. Cette année politique 2024 est totalement inédite, elle est folle à plein d'aspects, donc oui, tout est possible. Mais Emmanuel Macron, il doit agir vite, sans doute pour lui-même, mais aussi pour le pays. C'est l'intérêt du pays d'avoir un Premier ministre et un gouvernement à l'action très rapidement pour avoir un budget, parce que le budget 2024, il va être reconduit, mais le but, c'est qu'il soit reconduit que quelques mois pour avoir un budget qui soit ensuite pleinement voté et pleinement adopté. Moi, j'ai une question à vous poser à tous, et aux auditeurs aussi. 01 80 20 39 21. Excusez-moi, moi, je suis Michel Barnier. Alors,
Michel Barnier, il avait deux voies, où il disait je vais au bout de mes idées, mais je vais sauter quoi qu'il arrive, ou bien il était un petit peu plus malin, et il se disait je fais avec le Rassemblement National, enfin je joue le jeu et j'essaie d'arrondir les angles et ça va passer. Je trouve franchement, j'ai rien contre Michel Barnier, en plus je le connais pas. C'était trop tard. En fait, il a attendu trop longtemps. S'il avait agi beaucoup plus en amont, parce que je vais vous dire pourquoi. J'ai échangé avec son entourage pas plus tard que la semaine dernière. Ouais. Ils ont sous-estimé Marine Le Pen. Ils pensaient que c'était acté qu'elle ne voterait pas la censure. Donc puisqu'ils pensaient qu'elle ne voterait pas la censure, ils ne l'ont pas traitée. Et donc maintenant c'est trop tard. Il avait le choix entre la défaite et la défaite, entre céder à Marine Le Pen ou se faire censurer. Dans les deux cas, il perdait. Imaginez Michel Barnier arriver tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale et dire bon bah il reste une ligne rouge pour Marine Le Pen. Là aussi, je cède. Mais il termine ventre à terre, Michel Barnier, à genoux devant Marine Le Pen. S'il avait pris les choses plus en amont, s'ils avaient traité Marine Le Pen, s'ils l'avaient considérée, s'ils ne l'avaient pas méprisée, ils auraient sans doute évité la censure. Ils ont sous-estimé le risque de censure de Marine Le Pen, mais comme des observateurs, beaucoup d'observateurs, parce que certains expliquaient qu'elle n'avait pas intérêt à censurer. Mais on a expliqué que Emmanuel Macron n'avait pas intérêt à dissoudre non plus. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le choix de dissoudre. Et qu'est-ce que fait Marine Le Pen ? Elle va censurer. Pendant des semaines et des semaines, que j'avais pas intérêt à prendre certaines personnes autour de cette table. Et vous les avez quand même prises. C'est la preuve, elle parle pas. Voilà. Oui, Olivier d'Artigol. Oui, il y a d'Artigol. D'abord, concernant Michel Barnier, Gauthier a raison, il n'a pas traité Marine Le Pen. Ça, c'est une grave faute politique, parce que quand vous êtes à Matignon grâce au bon vouloir de Marine Le Pen, vous faites un minimum le service après-vente. Il ne l'a pas fait. Et j'ajoute une chose qui n'a pas été énoncée par Gauthier, il en restait qu'une, c'est que Michel Barnier n'a absolument pas été aidé dans les dernières semaines par les grands chapeaux à plumes, de la Macronie, c'est-à-dire où était Gabriel Attal ? Ah bah il voulait qu'il soit censuré. Donc. Où était François Bayrou ? Il est où était Laurent François Bayrou, Wauquiez ? il n'était pas chez vous, il n'était pas à Pau. Oui, il était, mais en tout cas, non, mais il faut bien dire pourquoi il s'en va. Michel Barnier peut aujourd'hui dire « je n'ai pas été soutenu, basta, je m'en vais ». Et c'est pire que ça, Olivier. Il a été torpillé par Gabriel Attal. Michel Barnier a été torpillé par Gabriel Attal, qui a piloté Antoine Armand pour qu'il aille dans les colonnes du Parisien pour dire que c'était un mauvais budget. Et pourquoi Gabriel Attal, certains qui ne l'ont pas aidé vont se refaire un peu une place au soleil. Refaire la cerise, comme on dit. La cerise. Gabriel Attal, mais c'est un jeu dangereux parce que on n'a pas beaucoup de profils derrière. Vous en avez donné un, Sébastien Lecornu. Mais si c'est pas lui, qui d'autre ? On pense il y a deux noms qui sortent. Alors allons-y. Il y a Patrick Fiori. Oui. Non mais disons-le, il y a le nom de Bruno Retailleau qui peut être aussi une alternative. Le problème de Bruno Retailleau, c'est les macronistes qui n'accepteront jamais. Et même le RN se diront il est trop dangereux pour Matignon. Eh ben oui. Non, je pense pas. Sur ça, le RN laissera passer Retailleau. Le RN laissera passer Retailleau, mais ça va bloquer au niveau de la Macronie. Mais non, de toute façon, le RN, il n'y aura pas le débat parce que les macronistes, Gabriel Attal n'acceptera jamais Bruno Retailleau. Alors, qui d'autre ? C'est pour ça. Ils sont pas nombreux sur le marché. Ils sont pas nombreux sur le marché à avoir le même profil que Michel Barnier pour durer plus longtemps que lui à Matignon. Ils sont pas nombreux. Il y a Sébastien Lecornu, il y a Patrick Lecornu. Je connais, très sympa. Qui est moins bon. Mais qui est sympa. Il ne le dira jamais devant les caméras, mais il faut quand même dire les choses. Gabriel Attal doit être content parce que Gabriel Attal, il regardait qu'une chose, si Michel Barnier allait tenir plus longtemps que lui, c'est-à-dire 8 mois à Matignon. Voilà. Il y a une phrase qui a été rapportée par Nathalie Dupont à la buvette, je sais qu'elle est démentie par Gabriel Attal. Moi, elle m'a été confirmée par un participant, donc je vais la dire, et je sais que je vais me faire appeler par les équipes de Gabriel Attal, mais c'est pas très grave, puisque à la buvette de l'Assemblée, il aurait dit à 2 membres du Rassemblement National ou de cette coalition plutôt RN-UDR, bon, quand est-ce que vous le flinguez, en parlant de Michel Barnier à la buvette au moment des débats sur le budget. Phrase, je le répète, démentie par l'entourage de Gabriel Attal, mais confirmée par une personne qui était présente sur place. Mais parce qu'il croit qu'il va se faire une place au soleil. C'est le barman. Non, je vous le dirai à la pub. Non mais Gauthier, pourquoi vouloir le flinguer Barnier ? Parce qu'il croit, lui, Gabriel Attal, qu'il va se faire une place au soleil ? Alors déjà, il est malin, Attal. Il y a quelque chose d'orgueil. Exactement. La passation de pouvoir. Oui, la passation de pouvoir qui avait été désastreuse. Il ne s'en est pas remis. Ensuite, souvenez-vous, il y a eu un échange à l'Assemblée nationale
où Gabriel Attal est ciblé par Michel Barnier en lui disant le déficit et la dette c'est de votre faute. C'est vrai que Valérie, tu avais tout de suite dit c'est une mauvaise idée d'humilier comme ça Attal. T'étais sûr. Eh ben oui, je pense que ça a eu un impact majeur dans le positionnement de Gabriel Attal ensuite, parce qu'il a vraiment piloté Antoine Armand, le ministre de l'économie et des finances, pour qu'il torpille de l'intérieur son propre gouvernement. On se souvient de l'interview aux Parisiens, on se souvient quand il est là depuis 48 heures et qu'il dit je ne recevrai pas Marine Le Pen. Les blessures d'orgueil ne s'oublient jamais. En tout cas, on demanderait aux Français, connaissez-vous c'est Rambo 2. Oui, on demanderait aux Français aujourd'hui, connaissez-vous des membres du gouvernement? Ils nous citeraient Bruno Retailleau. Bien sûr. Et pas beaucoup d'autres ministres. Donc ça peut être Rachida Dati. 90% de popularité. Bien sûr, Rachida Dati, très aimée, Rachida. Rachida Dati, est-ce qu'elle peut rester? Oui. Je pense, ça dépend de la formule. Ça serait énorme qu'elle reste encore. Non mais ça dépend de la formule. Ça dépend qui. La formule 3, ça peut être une formule à 80 € avec tiramisu. Si c'est la même formule qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un plutôt centre-droit, pas censuré par le RN et qui arrive à rassembler LR et les macronistes. Si c'est cette formule-là, elle peut rester. C'est impossible, Cazeneuve. Et censuré tout de suite. Vous vous rendez compte que François Hollande... Bernie serait... tout de suite censuré. Ouais. François Hollande a dit à Emmanuel Macron, au moment, à la fin de l'été, où il teste plusieurs noms, qu'il censurerait Bernard Cazeneuve. François Hollande censurerait son ancien Premier ministre. On en est là. C'est bien la preuve qu'il ne fallait pas tabler sur le PS. Donc ils vont voter la motion de censure du NFP aussi. Évidemment. Mais évidemment. Le Rassemblement national, elle l'a dit à Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Ah bah oui, Marine Le Pen, évidemment, bien sûr. Et Hollande l'a dit. Hollande a dit qu'il signerait. Voilà. Le PS s'est fondu dans le nouveau Front Populaire avec la France Insoumise. Ils sont dans cette logique-là. Ils votent la censure, même contre Bernard Cazeneuve. Donc Bernard Cazeneuve, c'est mort. Oui, c'est mort. Et Casse-Vieille non mais Fabien Lecœur, vous allez réagir dans un instant parce que c'est votre anniversaire plaisir. Et on fera une large place à cet événement. Bien entendu. À tout de suite sur Europe 1, 01 80 20 39 20. C'est terminé pour Michel Barnier. Et alors, est-ce qu'il peut y avoir un Barnier 2 ? Le retour, et cette fois-ci ça va saigner. Alors Emmanuel Macron peut décider de renommer Michel Barnier à Matignon. Il en a la possibilité, il en a le droit. Et donc qu'est-ce qui se passerait là ? Eh ben Michel Barnier est renommé à Matignon, il repart pour un tour, il tente de refaire passer un budget. Déjà, il faut qu'il soit accepté par Marine Le Pen. Si elle dit il est hors de question que Michel Barnier soit renommé et je le recensure tout de suite, terminé. On se souvient de comment elle avait eu la peau de Xavier Bertrand qui pensait être à Matignon et qui n'a été à Matignon que dans sa tête. D'accord, donc là, il y a très peu de noms qui sortent. Il y a très peu de noms qui sortent parce qu'il y a très peu de noms qui sont capables de faire ce qu'a fait Michel Barnier pendant 3 mois, pendant 90 jours, c'est-à-dire de rassembler les Républicains et les Macronistes sans se faire censurer par le Rassemblement National. C'est pourquoi le nom de Sébastien Lecornu, c'est toujours pareil, quand vous donnez un nom, il y a très peu de chances qu'il se retrouve à Matignon. Mais le nom de Sébastien Lecornu, cette fois-ci, qui arrive dans un moment très particulier, avec une grande instabilité. Il n'y a pas 50 noms. Il n'y a pas 50 noms, exactement. C'est pas possible de trouver 50 personnes qui peuvent résoudre une telle équation, qui est très difficile à résoudre. Et on en avait parlé à l'époque d'un Karim Bouamran. Non. Il va se faire censurer. Les Républicains n'accepteraient jamais. Tout nom venant du nouveau Front Populaire, non. Ça passe pas. Alors il est un peu en retrait par rapport au NFP, Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, PS assez anti-LFI, il faut dire les choses. Assez anti-LFI. Oui, mais donc il n'aurait pas les voix LFI. Oui, mais non, mais là on se demanderait, mais le RN n'accepterait jamais un Karim Bouamran qui a eu des mots très durs contre le Rassemblement National. Peut-être qu'on ne se le dit pas, peut-être que la France n'est pas gouvernable. Bah oui. Peut-être que la situation telle comme Valérie Benaïm, elle n'est peut-être pas, voilà. Peut-être qu'il faut attendre les prochaines législatives pour sortir un gouvernement qui tienne. Pas là, 80 jours, c'est peut-être un exploit. Peut-être qu'on est tombé dans un scénario 4e République. Les gouvernements peuvent tomber les uns après les autres. Ah, mais ça, c'est très clairement vers quoi on va. Vers quoi on va. Parce que, et donc, ça voudrait dire qu'on attend jusqu'à la possibilité d'une nouvelle dissolution. Sans avoir aucune garantie. Juillet, mais bon, juillet, ça il peut à partir de juillet. Non, alors, je vous dis, en juillet, il y aura une majorité. Ah bon ? S'il y a de nouvelles législatives, il y aura une majorité. Vous verrez. Il y aura une majorité absolue quelque part. Les Français vont pas refaire 2 fois la même chose. Vous verrez. Il y aura une majorité. Il y a un conseil ministériel que je voyais ce matin qui me disait je ne vois qu'un seul scénario. Alors, un gouvernement qui va essayer de tenir jusqu'à la prochaine dissolution, qui sera peut-être renversé à nouveau. Donc, 2-3 gouvernements, en incluant celui de Michel Barnier, jusqu'à la prochaine dissolution. Et Jordan Bardella à Matignon pour 8 mois avant la prochaine présidentielle. Je suis d'accord avec lui. C'est ce que disait ce conseil ministériel. Je le signe aujourd'hui, je vous le dis, ça va être ça. Je suis complètement d'accord avec vous, Gauthier Lebray. Je vous le dis, moi, je le signe. C'était juste reculer pour mieux sauter pour le Rassemblement National. Parce qu'il disait aussi, ce conseil ministériel, cette fois, il n'y aura pas de front républicain. Il n'y aura pas d'appel à voter LFI, même face au RN.
Cyril, les Français ne marcheront pas une nouvelle fois. Quand Emmanuel Macron va à la dissolution, il pense donner la patate chaude à Jordan Bardella. Oui, mais il va lui donner pour 8 mois et non pas pour 2 ans. En fait, pour 1 an et demi. Voilà. C'était ça son projet. Ah non, mais c'est ça. Oui, c'était ça son projet. Mais là, son projet va prendre un peu plus de temps, mais son projet sera réalisé, moi, je pense, en juillet prochain. Moi, je vois ça arriver, c'est sûr et certain. Il va y avoir une succession de gouvernements, donc je suis assez d'accord avec celui qui vous a dit ça, Gauthier Lebray. Et je pense que là, il y aura une majorité qui va se dégager aux prochaines législatives. Et je pense que ce sera une majorité RN. Et Jordan Bardella ira à Matignon avec une majorité absolue. C'est ce qui fera. Et il sera 8 mois à Matignon. Très peu de temps dans la prochaine présidentielle. Non, parce que après, vous savez très bien comment ça part. Une présidentielle, ça part toujours le septembre de l'année avant le scrutin. Donc après, tout s'arrête, quoi. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je pense que l'analyse est bonne. De toute façon, on est dans une période d'instabilité totale. Là, on est à l'aveugle. Donc on essaie de voir le plus probable. Vous avez exclu complètement l'idée que Emmanuel Macron pourrait éventuellement proposer à une figure de la gauche qui serait à ce moment-là avec le bloc central et qui irait fissurer le NFP. Est-ce que ça serait possible, ça? Moi, je pense que fissurer le NFP, c'est trop compliqué. Donc, ça prend trop de temps et ça ne marchera pas. On a vu, il a essayé de le faire à l'été dernier avec Bernard Cazeneuve. Donc, c'est très compliqué. Et les macronistes, si certains peuvent aller évidemment vers le PS, l'entièreté du groupe ne le peut pas. Il y a des macronistes quand même plutôt de droite. Et les macronistes n'iraient jamais au-delà du PS avec les écologistes ou avec la France Insoumise, encore moins évidemment. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je vois, de toute façon, je vois pas comment il peut y avoir une stabilité. C'est impossible. Donc, on va aller de gouvernement en gouvernement. C'est un scénario possible. Oui, c'est possible. Après, moi, il y a un proche de Marine Le Pen qui m'a confié Sébastien Lecornu tient 2 ans. Il m'a dit ça. Il m'a dit cette phrase. Si c'est Sébastien Lecornu, il tient 2 ans. Ah, il peut tenir 2 ans. C'est ce que me disait. C'était son analyse parce que le RN ne le censure pas, parce que les LR le soutiennent et parce que les macronistes. C'est pourquoi ce nom de Sébastien Lecornu est intéressant. Ils ont une garantie. Le RN a une garantie que Sébastien Lecornu se comporterait de manière plus positive à l'endroit du RN que ne l'a fait Bruno Le Maire. Mais Sébastien Lecornu, Sébastien Lecornu Barnier voit Marine Le Pen. Il la voit déjà. Ils ont déjà dîné ensemble. Il y a un seul petit souci avec Sébastien Lecornu. Lequel? C'est qu'il a pris Yacine Bellatar pour un technicien au Maroc. Il a pris Yacine pour un technicien au Maroc. Il a redit sur l'antenne de CNews l'autre jour qu'il ne savait pas qui c'était. Voilà, donc c'est le seul petit bémol. Disons que Yacine Bellatar. Alors lui, monsieur premier degré. Sans rigoler, mais c'est dingue de ne pas d'avoir autant de Excusez-moi, cette phrase était quand même exceptionnelle. Non mais d'Artigol, 0 recul. Sans déconner. Mais c'est incroyable. Moi, je suis sûr qu'il ne le connaissait pas. Non, arrête. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est possible? Non, il le connaît. Quoi, vous pensez? Bellatar dit qu'il le connaissait. Fait partie de l'environnement. Il y a quelqu'un qui ment dans cette affaire. Oui, il y en a un des deux qui ment, de toute façon. Emmanuel Macron. Et le Cornu est très proche de Macron. Donc moi, je suis très proche de Benaïm, je connais pas tous ses amis. Vous savez, j'ai pensé comme vous, Olivier, de prime abord. Et ensuite, il y a un proche de Bruno Retailleau qui m'a écrit et qui m'a dit, je te jure, j'ai eu le Cornu au téléphone. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette image avec Yacine Bellatar? Et il ne savait pas de qui je parlais. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, ce proche, on échange beaucoup de Retailleau, on échange beaucoup voilà. Il n'a pas intérêt à me mentir comme ça et à me défendre le Cornu. Moi, je pense sincèrement que Gauthier a raison. Moi, je pense que Gauthier a raison. Et le Retailleau resterait si c'est le Cornu. On en parle dans un instant, vous nous appelez. Je pense que c'est jouable. 80 20 39 21. Plus que ça, mais on vous attend. On arrive dans 1 minute sur Europe 1. On va prendre pas mal d'auditeurs en ligne qui veulent réagir. Et moi, je vais me poser aussi la question, surtout la vraie question. Qu'est-ce qui va se passer pour les Français? Parce que pour Gauthier Lebray est avec nous, d'Artigol, Le Keuvre et Benaïm. Donnez-moi un B, donnez-moi un A, donnez-moi un IM, donnez-moi Benaïm. Fabien Le Keuvre, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je voudrais dire que tous ces gouvernements qui se constituent comme ça depuis quelques années, qui ne prennent jamais en compte le pouls sur le pays. Par exemple, la dernière photo qu'on a de la France, avec les législatives, le premier tour des législatives, on avait exactement la photo précise de la France, avec ce que la France pensait et ce que la France voulait. Il y a eu un deuxième tour qui a fait les arrangements, les combines, etc., qui nous donne finalement tout sauf ce que les Français pensent. Ils font des gouvernements représentés par un peu un père à tous en politique comme Barnier, qui est un grand homme évidemment, qui représente un certain âge, qui a une force tranquille, et puis pas du tout parce qu'il ne représente personne. Personne se retrouve dans ces ministres qu'il a nommés. Et c'est pas con ce qu'il dit Fabien Le Keuvre. J'étais en province sur ce qu'il dit, c'est pas con. Sur la déconnexion. Et sur le sentiment de ne pas être représenté. Mais il y a 15 millions de Français qui ne terminent pas le mois aujourd'hui. Bien sûr. Ces gens-là, qui soient... Ils en ont rien à foutre de savoir que le gouvernement va sauter ou pas. Et alors qu'on les menace parce que tout va exploser, on ne pourra plus payer tout ça, ils s'en tapent. Eux-mêmes, ils ne peuvent plus payer leur loyer à la fin du mois. Exactement. Ils ont un vrai problème. Il faut entendre ces 15 millions, qu'ils soient d'ailleurs à gauche, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, peu importe. C'est-à-dire, il faut écouter le peuple. Vous nommez des premiers ministres...
les gens, ils disent, mais en plus, c'est un européiste confirmé, avec tout ce qui se passe avec l'Europe et les agriculteurs, etc. Mais tout ça, tout le monde a envie que qu'on vire ce type. La motion de censure, c'est pas bon pour les agriculteurs. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'il y avait des mesures qui allaient être mises en place par Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Et tout va s'arrêter mercredi avec la censure, puisque le gouvernement ne sera plus capable que de gérer les affaires courantes. Donc paradoxalement, c'est pas bon pour les agriculteurs, la censure. Vu de Paris, mais eux, quand ils n'ont pas de quoi finir le mois, pas vu de Paris. Et d'ailleurs, justement, il faudra qu'ils en répondent, le RN, ça, parce qu'on va vu des champs, c'est pas bon pour eux. On va évidemment leur opposer. Les agriculteurs qui votent RN beaucoup, il faudra qu'ils expliquent aux agriculteurs, à leur électorat. Est-ce que ça peut déranger que le RN vote la motion de censure avec la NFP ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur disent vous alliez à la NFP alors. Oui. Non, parce que c'est la question qui revient. Marine Le Pen, elle a toujours dit je vote ce qui va dans le bon sens. Depuis 2 ans, elle fait ça. Elle vote les propositions de loi. À l'époque, c'était la NUPES. Si ça allait dans son sens. Elle a refusé le sectarisme dans l'autre sens. On va pas se raconter d'histoire, on va se dire la vérité. Et on va le dire à 16h43 sur Europe 1. Et il n'y a pas d'autre alternative, ni pour le NFP, ni pour le Rassemblement National. Ils jouent tous les deux 2027, deuxième tour, NFP, Rassemblement National, car Jean-Luc Mélenchon est sûr que sa seule chance de gagner, c'est de gagner face à Marine Le Pen, et Marine Le Pen est sûre que sa seule chance de gagner, c'est de gagner face à Jean-Luc Mélenchon. Donc les deux vont être, je dis pas main dans la main, mais pratiquement, ils ont intérêt à avancer ensemble jusqu'en 2027 et de se dire après que le meilleur gagne pour les élections. Mais les deux sont... J'ai parlé avec énormément de monde, même à gauche, et à gauche comme à droite. Ils disent notre seule chance de gagner chez Marine Le Pen, ils disent c'est d'être en face de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, sa seule chance de gagner, c'est d'être face à Marine Le Pen. Donc là, il va jouer un jeu assez curieux et assez dangereux entre la NFP, le NFP et le Rassemblement National, parce qu'ils vont se dire il faut qu'on soit ensemble jusqu'en 2027. Et puis après, je suis d'accord avec cette analyse. Rappelez-vous Jean-Luc Mélenchon au moment du réquisitoire du procès Marine Le Pen, qui dit je ne veux pas l'exécution provisoire, qui était un premier signal. Et aujourd'hui, les gens, beaucoup disent on n'attend plus rien de la politique. Sauf qu'ils peuvent attendre s'ils ont le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Et pour eux, c'est l'élection présidentielle où il peut se passer quelque chose. C'est sûr. Il n'y a que sur l'élection présidentielle. C'est là où ça se joue. Ça joue. Je vais aller dans votre sens, Cyril. Avec grand plaisir. Parce que je souscris aussi à cette analyse. Vous savez, beaucoup de journalistes qui ne croyaient pas à la censure du Rassemblement National voté par le RN vous expliquaient la chose suivante. Marine Le Pen ne le fera pas parce qu'elle va se fâcher avec un électorat droite classique qui n'aime pas le chaos. Ce à quoi il fallait répondre, Marine Le Pen pense qu'elle va à un second tour face à Jean-Luc Mélenchon. Et dans ce cas-là, la droite classique, elle va gentiment aller se ranger derrière Marine Le Pen et elle se souviendra pas de la censure 2 ans avant. Donc c'est pourquoi Marine Le Pen, elle se dit l'électorat de droite, il va finir par me rejoindre parce que elle parie sur la disparition du bloc central avec potentiellement plusieurs candidatures en plus, ce qui va émietter les voix évidemment. Donc elle pense que le vote de la droite classique lui reviendra quand elle sera face à la France insoumise. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est sûr. C'est pas tout à fait. Je suis pas sûr de ce que vous dites, Gauthier-Lebray, sur Emmanuel Macron. S'il y avait des élections anticipées, des présidentielles anticipées, je suis pas sûr qu'il ne puisse pas se représenter. Alors je l'ai pas dit à l'antenne. S'il va pas au bout du mandat. Je l'ai pas dit à l'antenne, mais je peux le dire à l'antenne parce qu'on l'a dit à la pub. Mais Emmanuel Macron, ça c'est la révision constitutionnelle de Nicolas Sarkozy. 2008. C'est 2 mandats consécutif. Alors non. Alors, mais s'il va pas au bout du mandat. Il y a un petit vide juridique là-dessus, je vous jure que c'est vrai. J'ai regardé, j'ai demandé à une personne de travailler dessus. Je vous le dis, c'est pas si simple que ça. Il y a un petit... Il faut regarder, mais il y a débat entre les constitutionnalistes avec 2 lectures différentes. C'est ça, il y a 2 lectures différentes. Si une élection présidentielle anticipée, il pourrait se représenter parce que c'est pas 2 mandats consécutifs et d'autres disent non. Voilà, c'est ça. Si on en croit, il y a Donna qui me dit, votre patron, qui vous dit quoi? Qui me dit qu'il y a 728 000 appels en attente pour réagir. 01 80 20 39 21, on va prendre. Non mais je vous le dis, ce qui va se passer, et je vous le dis, non mais après on va prendre que des appels. Ça c'est ce que, non mais c'est bien. Alors D'Artigol, alors c'est devenu le producteur de l'émission. Oui c'est bien, oui on fait ce qu'il veut. Non mais ça, D'Artigol a dit, D'Artigol veut. C'est vrai qu'on s'enflamme, il faut qu'on écoute nos auditeurs. Non mais on va aller. Non mais c'est pas ça, c'est parce qu'après vous n'allez pratiquement plus parler. Je vais prendre que des auditeurs. Voilà, et vous verrez que le niveau va se relever vraiment. Immédiatement. Je peux répondre sur la démission avant de devoir me taire. Non mais je vous le dis, c'est pas si simple que ça, Gauthier-Lebray. Très bien.
il y a débat entre constitutionnalistes, donc il y a des constitutionnalistes qui disent que c'est pas possible parce que la révision constitutionnelle, juste pour rappeler à nos auditeurs, de Nicolas Sarkozy, c'est 2 mandats consécutifs maximum. Donc c'est-à-dire que vous devez laisser passer un mandat pour vous représenter. Et au-delà de ça, quel serait l'intérêt d'Emmanuel Macron de démissionner pour ensuite se représenter tout de suite après? Parce qu'il va être réélu. Ah, croyez-moi, moi je vous dis, s'il fait des élections anticipées, vous n'êtes pas à l'abri qu'Emmanuel Macron sera réélu et qu'il dise les mecs, on n'est pas d'accord. Vrai ou pas? Vous allez vous retrouver dans le même cas. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 2e tour, il va encore repasser. Mais et il va dire, les mecs, vous m'avez élu 3 fois. Vous voulez quoi? Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois que je suis président. Mais Gauthier, s'il démissionne, il y a un intérim derrière, et donc il n'est plus président. Il a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Mais il a fait 2 mandats. Oui, mais il n'a pas été au bout de son mandat. Il n'a pas été au bout de son mandat. On va en parler. Il a été élu 2 fois de suite. Oui, mais je vous dis, c'est pas si simple que ça. Croyez-moi, s'il va pas au bout de son mandat, c'est un constitutionnaliste. C'est pas si simple que ça. Il nous faudra un constitutionnaliste. Parce que c'est totalement inédit ce qu'on est en train de vivre de toute façon. C'est inédit, mais c'est intéressant ce qu'on dit. Ah, ben bien sûr. Je vous le dis. Mais entre 16h et 18h, c'est toujours intéressant. Mais ça serait quand même énormime, ça. Qui dit élection anticipée, il est réélu et il est reparti pour il finit plus, il rajoute 2 ans et demi, il fait 5 ans. Alors là, c'est les mecs, c'est un truc de fou. C'est arrivé aux États-Unis avec Roosevelt, quoi. Mais c'est bien sûr, qui était un ami à moi. Je prends toujours pas Franklin, je descends toujours à cette station de métro. François est avec nous, François de Deauville. Bonjour François. Oui, bonjour. Merci François d'être avec nous. Je vous en prie, merci, c'est gentil. Bonjour à tous. Bonjour. C'est gentil, merci. Donc, on est arrivé carrément dans la bouillabaisse de la politique. Là, on y est, dans le panier de crabes. Là, on est ils sont en train de tous se mordre la queue. C'est-à-dire que là, c'est un scandale de voir de la politique aussi minable que ça. Il va falloir faire comme M. Trump, il va falloir débureaucratiser tous ces gens-là. Tous les cabinets d'agence qu'il y a dans l'État qui ne travaillent pas, qui touchent des salaires faramineux. L'autre fois, pour les masques, ils ont été incapables de gérer les masques. On a été obligé de prendre un cabinet conseil. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ces gens-là, on les embauche à vie quand ils font les nains. Là, vous avez, c'est un système qu'on ne peut pas déboulonner. Vous pouvez mettre gauche, droite, n'importe quoi. Monsieur Barnier, il est gaulliste. Gaulliste, monsieur Barnier. Eh bien, il a mis des impôts comme le communisme, monsieur Barnier. C'est pour ça qu'il va sauter, excusez-moi l'expression. Il est obligé de s'en aller, monsieur Barnier. Parce que tous les gens de droite n'ont jamais voulu un gars comme ça, en étant de droite, et puis carrément mettre des impôts communistes. Il y a plus d'impôts que de réformes. Il va falloir réformer. On a un mammouth partout. On a des départements qu'il faut supprimer. On a les métropoles qu'on n'a pas besoin parce qu'on a les régions. Les intercoms, les maires ne peuvent plus rien faire parce qu'il y a trop de bureaucratie. Les régimes spéciaux, parlons-en de la SNCF. Là, vous voyez qu'ils font des grèves, qu'on des retraites de 52, 53 ans. Ils n'ont même pas le temps de faire des grèves. Ils sont déjà en retraite. Donc, ce qui donne à comprendre que tout ça, c'est payé par 15 millions de personnes qui travaillent dans le privé. Il est grand temps de secouer le mammouth et monsieur Barnier, il arrive. Ça y est, on croyait que c'était le grand gaulliste. Monsieur de Gaulle, il payait son électricité à l'Élysée. François, on a changé de mentalité, carrément. François, on a bien fait d'attendre parce qu'on n'a pas été déçus. Il est 16h50, on est sur Europe 1. Premier auditeur de la journée. François, il était sur les starting blocks. Là, vous savez quoi? J'ai donné le départ, il est parti. Il était en son mec. Non mais François n'a pas tort dans ce qu'il dit. Il dit beaucoup de vérité. Je suis désolé. Quand il dit sur le spectacle qui est donné en revanche, quand il nous compare aux États-Unis et qu'il dit qu'à un moment il va falloir mettre son nez dans le système. Et que quoi qu'il arrive, François, je l'ai dit la semaine dernière, je vais vous dire, aujourd'hui, tant qu'il y aura autant de hauts fonctionnaires qui font la pluie et le beau temps et qui dirigent le pays, gauche, droite, milieu, extrême droite, extrême gauche, quoi qu'on y, il se passera rien, François. Il ne se passera rien. Vous avez entière raison, parce que regardez en Irlande, les prélèvements obligatoires sont de 21%, les impôts de 12%, les caisses débordent, il y a moitié moins de prélèvements obligatoires et les caisses débordent, mais ils n'ont pas des mammouths comme ça à payer. Ce sont des gens, il y en a 577 à l'Assemblée nationale. Monsieur Mitterrand, quand il arrive en 81, il en a mis 150 de plus d'un seul coup. Il croyait réformer tout, monsieur Mitterrand, il a mis de la fonction publique partout. Il a fait la retraite à 60 ans. Madame Le Pen, elle va arriver sa retraite à 60 ans. On a besoin de milliards, ça coûte encore de plus en plus cher. Elle n'a pas de miracle à faire, elle va nous enfoncer davantage. Les gens rêvent avec Madame Le Pen. Naturellement, il faut peut-être regarder un peu dans les immigrés, ce qui est normal, mais il faut changer les 35 heures pour revenir aux 40 heures. Et l'ISF, il va falloir supprimer ça complètement pour que les investisseurs reviennent. Là, ils sont en train de tous foutre le camp. Tout le monde s'en va, François, tout le monde s'en va. Le RMI, le RSA, il va falloir supprimer ça. On a 7
millions de personnes qui ne travaillent pas en France. C'est-à-dire que tout le monde va falloir retrousser les bretelles. Tout le monde est concerné. C'est pas une question d'un système. Le système qui est là est grave, très très grave, parce que je vois que là on parle de monsieur, d'un autre, Attal ou qui que ce soit. Mais ça va être la même chose. Ça va c'est un pansement sur une jambe de bois, comme ils disent les politiciens. Ils ont des très très belles phrases. Donc, ce qui donne à comprendre qu'on va pas se sortir de cette bouillabaisse. C'est tous des poissons, vous savez, abordables. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, on va retomber toujours les uns après les autres. Et quand je vois Madame Le Pen, ça va être formidable. Quel beau rêve. Alors, la retraite à 60 ans, tout le monde en Europe est à 67 ans. Exactement. Vous vous rendez compte que les gens, comment ils rêvent? Ils rêvent de quoi, les gens, là? Il va peut-être falloir qu'ils se retroussent un peu les manches. Ils ne pensent qu'au week-end, les gens qui, les week-ends, les vacances, ils ne pensent qu'à ça. Mais il va falloir que la France se retrouve le travail. Et puis, regardez la fonction publique. Il y a en Allemagne, l'Allemagne, elle est 3. Il y a 50 fonctionnaires pour 1000 habitants. Nous, on a 100 fonctionnaires pour 1000 habitants. Exactement. Il va falloir dégraisser. L'Allemagne, ils sont triple A dans les trois agences. Hein. Triple A. Oui. Voilà, on est d'accord. Oui. François, reste avec nous sur Europe 1 parce que j'ai envie de discuter encore avec vous. 01 80 20 39 21, vous nous appelez, bien entendu. Et j'ai une réponse sur Emmanuel Macron. S'il se représentait, s'il était réélu, qu'est-ce qui se passerait? Je vous le dis dans un instant, mais j'ai la réponse. Gauthier Lebray, vous avez beau faire ça, là j'ai eu la réponse d'un mec qui connaît très bien la Constitution. Moi aussi, je suis en lien avec Olivier d'Artigol est là. Valérie Benaïm est là, Gauthier Lebray est là, les auditeurs sont là, vous nous appelez 01 80 20 39 21. Vous avez vu ce qu'a dit Bruno Retailleau, il était énervé. Oui. Il dit que Marine Le Pen joue son agenda personnel. Exactement, tiens, dites-nous ce que vous en pensez, tiens, appelez-nous 01 80 20 39 21. On va reprendre François dans un instant de Deauville qui est incroyable, qui est excellent. On aura Thomas, on aura Jacques et on a d'autres auditeurs, appelez-nous. Là on va prendre plein d'auditeurs et on va se poser bien sûr toutes les questions sur ce qui arrive et surtout on va se poser la question de ce qui va se passer pour les Français. Parce que c'est bien sympa tout ça et on fait des motions de censure. Il y a un gouvernement, il n'y a pas de gouvernement. Mais bon, c'est surtout les Français qui souffrent et qui en pâtissent tous les jours de tout ça. C'est pas ceux qui sont à la buvette de l'Assemblée nationale, excusez-moi. Hein. Voilà, je le dis, c'est vrai que ça commence à devenir insupportable parce que ça n'avance pas, le pays n'avance pas, le pays recule et à force de reculer, en plus on est sans radar de recul, on va pas tarder à prendre le mur. Non, je vous le dis, le mur on le voit, on le voit et on le prend en marche arrière, on le prend en moonwalk. Allez, pour se détendre un peu, tiens. Fabien Lecoeur, en plus c'est votre anniversaire, est-ce que vous avez des infos aujourd'hui? Bien sûr, j'ai des informateurs. Alors attendez, des informations. Bien sûr, il est bourré. Non. Bien sûr que j'ai des informations. J'ai des informations. Je vous ai fait une fin à la Gainsbourg. J'ai des informations. Je te ramène, t'es mon frère, rien à foutre. De toute façon, je m'en fous. Je vais ouvrir je vais aller vendre des bracelets au Thaïlande. C'est vrai que les gens bourrés veulent toujours aller vendre des bracelets. J'ai rien à foutre, de toute façon. Je vais ouvrir une crêperie à Madagascar. Je te ramène, t'es mon frère. Le thé un frère, c'est tellement ça. T'es un frère, je te ramène, j'ai rien à foutre. Non, t'inquiète, je vais rentrer tout seul. T'es mon frère, je te ramène, je m'en fous. Alors oui. Allez, Danny Boone, hypochondriaque, a révélé à Michel Drucker ce week-end porter une bague révolutionnaire. Vous savez, c'est grâce à ces petits capteurs situés sur cette bague, il peut connaître sa tension artérielle, son rythme cardiaque, le nombre de respirations par minute, sa température, ses phases de sommeil et d'autres marqueurs de santé. C'est révolutionnaire. Oui. C'est le bijou technique qu'ils vendent le plus en ce moment, je précise. Danny ne se sépare jamais de cette bague qui parfois lui joue même des tours et des frayeurs. Quelques jours plus tôt, elle lui avait annoncé qu'il était mort. Non, mais ça peut arriver. C'est con ça. Oui, ça c'est moche. Tiens, des nouvelles de Jean-Jacques Goldman. Une confidence au sujet de Coluche. Mais c'est pas remarié, Jean-Jacques Goldman? J'ai vu ça. Ça il y a longtemps déjà. Il s'est remarié, il a 3 filles avec sa dernière compagne. Il l'a rencontrée. J'ai vu ça la semaine dernière. Moi. Ah oui, parce qu'il l'a rencontrée sur les bancs de la fac. Elle faisait une thèse en fait sur lui. Non. Et ils se sont plus tous les deux. Une thèse sur Jean-Jacques Goldman, le phénomène qu'il est musicalement. C'est ouf ça. C'est un des immenses auteurs-compositeurs aujourd'hui. Il y a un moment, il lui a dit j'irai au bout de mes rêves. Ils sont allés au bout de leurs rêves, tous les deux. Non, mais c'est incroyable. Et 3 enfants. Quoi, ils ont 3 enfants ensemble? Bah oui. Alors Goldman avait déjà eu 2 enfants d'un premier lit. Bah oui, je sais. Et là, il a 5 enfants maintenant. Non, comment ça s'appelle? Alors ils vivent tous à Londres. J'ai pas les prénoms là. D'accord. Pour les donner, mais quand on vous dit comment ils s'appellent et vous dites qu'ils vivent tous à Londres, on se doute bien que vous n'avez pas les prénoms. Je vous demandais juste le prénom de sa compagne. C'était pas non plus. Voilà, merci. Mais quand on dit quels sont les prénoms, comment ils s'appellent? Ils habitent tous à Londres. Voilà. C'est une réponse. Merci, on a compris. Merci. Oui. Allez, la confidence de Jean-Jacques Goldman au sujet de Coluche pour le remercier de la chanson. Ce titre culte, évidemment. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Alors juste
justement, Coluche, pour remercier Jean-Jacques Goldman de cette chanson des Restos du Cœur qu'il lui a composée, il a été débarqué chez lui un jour à Montrouge, où habitait Coluche, évidemment, avec une housse et une guitare de collection. Gretsch, guitare de collection, un mois avant sa disparition. Il savait pas comment le remercier finalement, Coluche. Jean-Jacques Goldman lui avait fait une chanson incroyable où tous les droits ont été cédés, bien évidemment, au bénéfice des Restos du Cœur. Pour la petite anecdote, Goldman m'avait raconté l'histoire. Il avait été voir, en fait, Coluche avait été voir Goldman au Zénith en décembre 85. Il avait dit, j'ai l'intention de monter un resto du cœur, enfin une association au départ, mais j'ai besoin d'un tube. Fais-moi un tube. Il est débarqué dans sa loge du Zénith. Goldman a dit, bon, 3 jours après, il lui a amené la chanson. Incroyable. Et c'est la chanson qu'on écoute. Bravo. Les Restos du Cœur. Ça, c'est une belle histoire. Merci. Une dernière petite chose, si vous voulez. Thierry Lhermitte, dans Les Bronzés, vous savez, il n'assume pas une réplique, une fameuse réplique, cette réplique qui est « Oh putain !» on l'a. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Je me dégoûte des fois, tu sais. C'est un personnage. Mais oui, c'est le personnage de Popeye. Pour une époque, on est en 1979, c'est un personnage dans ce cas-là. Mais évidemment, mais il n'assume pas cette réplique. L'araignée ou bien Hulk, il n'assume pas de s'énerver. Oui, bien sûr. Non mais c'est vrai, Hulk dans la vie il s'énerve pas toujours, il se transforme en verre. Donc oui, c'est de la fiction. Et c'est le personnage d'ailleurs qui... Et c'est une réplique qui a 46 ans. Aujourd'hui, un film, vous ne tournez plus la même séquence, évidemment. Donc voilà, c'est pour juste ça, il s'est confié, il a dit j'assume pas du tout, j'assume tout sauf cette réplique dans le film. Et bon, c'est bien de le dire. Ça, mais c'est une fiction, c'est Popeye, ça n'a rien à voir. Oui, c'est un jeu de rôle. Le personnage est même un peu tragique, un peu, un peu pathétique. Non, mais ce qui est intéressant, c'est sur l'échelle du temps. Les répliques de films, même si elles sont dans des jeux de rôle, c'est intéressant sur le temps, 46 ans plus tard, même 30 ans plus tard. Mais 46 ans plus tard, on pourrait plus faire un film. Mais si, bien sûr. Les oubliés. On n'a plus la liberté d'expression qu'on avait jadis. Ils oublient que c'est de la fiction. Voilà, en tout cas, c'est l'anniversaire de Fabien Lecoeuvre aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, c'est quand même l'info du jour. Et qui d'autre célèbre est né en même temps que vous, par exemple? Britney Spears, entre autres. Et Angèle, elle est passée à ça. Quoi, Angèle elle est passée à ça. Elle est née le 3 décembre. Angèle, c'est demain l'anniversaire d'Angèle. Ah ouais, d'accord. J'adore. Donc en même temps que Britney Spears. Et le 2, c'est le sacre de Napoléon. Ah ouais. Le 2, c'est sacre. Vous êtes encadré par Napoléon et Britney Spears. Exactement. Ouais. Oups, I did it again. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On se retrouve dans 1 minute 30. On est de retour. Et là, on va prendre pas mal d'auditeurs. Parce que moi, il y a un truc qui me dérange. Ils sont très marrants. Et on fait des motions de censure. Il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus de Premier ministre. Il n'y a plus de budget. Mais les Français, il est 17h11 sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On est là, on vous attend, on vous écoute. Et franchement, merci à vous de nous appeler. Merci pour vos analyses et merci pour vos avis sur la France, notamment, puisque là, on parle de la France aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est fou. C'est une situation inédite. Inédite, ça y est, Michel Barnier va sortir très prochainement. Voilà, donc on parle d'un nouveau Premier ministre très vite, on espère. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que les mecs, là, il se passe rien. Il se passe rien depuis 6 mois, il se passe rien. Enfin, ça fait déjà beaucoup de temps qu'il se passe rien. Mais pour les Français, la situation va devenir très très compliquée. Là, je prends l'exemple des agriculteurs. Les agriculteurs, on avait voté des choses pour les agriculteurs, ça devait bouger assez vite pour eux. Là, c'est reparti. Et aujourd'hui, chaque jour compte. Sachez-le, chaque jour compte pour énormément de Français. Chaque jour qui passe est dramatique pour eux. Donc il faut faire vite, il y a une urgence pour les Français et aujourd'hui on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience. 01 80 20 39 21, merci d'être avec nous sur Europe 1, vous nous appelez et moi j'ai dit un truc il y a un instant, j'étais avec François qui est encore avec nous et qui va continuer à nous donner ses analyses. François, un auditeur de Deauville, on l'a dit avec François, moi les mecs, le problème c'est que tant que tu vas pas renverser le système, je peux vous dire, rien ne bougera. Et il a donné l'exemple des États-Unis, et je pense que François a raison. Bien sûr. François est dans le vrai. Aujourd'hui, si tu renverses pas le système, t'es cuit. Je le dis, t'es cuit, il se passera rien. François, vous êtes toujours là? Oui, je suis Oui, François. Oui, il faut faire venir. Il y a plein de grands patrons du privé, comme M. Tavares, un exemple. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il faudrait faire un parti autour. Voilà, faudrait faire un parti autour d'un monsieur comme ça qui tient la route, c'est-à-dire qui réforme, qui dégraisserait le mammouth, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Et puis, et tous les gens, on prendrait par exemple, je vous cite un exemple pour réformer ça, on prendrait du 20% de la fonction publique, parce qu'il ne faut pas non plus les exclure totalement, après direct c'est de la dictature. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre 20% de la fonction publique,
et puis le privé également, c'est-à-dire faire un mélange, qu'on puisse réformer ce mammouth. Parce que regardez, je vais vous citer un exemple. Madame Bachelot s'est interviewée par une journaliste l'autre fois. Elle dit, Madame Bachelot, vous connaissez bien le couple Barnier? Ah oui, je le connais très très bien. J'ai même embauché sa femme. Alors vous voyez, au ministère de la Culture, vous voyez, c'est des copains. C'est-à-dire c'est un système, un circuit fermé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans ça. Ouais. C'est la fonction publique qui gère la France de H à Z. Alors François, moi, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai l'impression que Valérie Benaïm n'est pas d'accord avec vous. Elle n'arrête pas de hocher la tête. On dirait Gilles Verdez quand on parle de la LFI dans TPMP. Donc, je vous le dis, Valérie Benaïm. Moi, Valérie Benaïm, je vous le dis, et je vous adore. Hein. Moi, je vous le dis, les personnes tièdes aujourd'hui qui vont nous dire oui mais non attention ils sont pas tous et les mecs on n'a plus le temps. Non mais sachez-le Valérie Benaïm ou tout noir ou tout blanc. Mais Valérie Benaïm on n'a plus le temps maintenant. Valérie Benaïm, les gens comme vous, qui sont tièdes, je peux vous dire on voit où ça nous a amené aujourd'hui. Non c'est pas tiède, c'est mesuré et j'aime bien qu'on soit dans la pondération et qu'on soit pas dans l'exagération avec un truc très collapsologique ou au contraire. Les Français n'ont plus le temps et le discours de François est celui de la majorité des Français. On n'en peut plus de ce genre de discours, Valérie Benaïm. Qu'est-ce que vous avez à dire à Valérie Benaïm, François? J'ai rien dit, mais j'ai hoché la tête. Oui, parce que vous pensez. J'espère qu'elle ne fait pas partie du système, je ne crois pas. Non, mais c'est. Mais bien sûr que si, François. Réveillez-vous, François, bien sûr qu'elle fait partie du système. Mais... Non, parce que quand vous voyez la fonction publique coûte 482 milliards. Vous vous rendez compte sur un budget de 1600, c'est-à-dire qu'il y a. Je vais vous citer un petit livre qu'il faut lire, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. François de Closet, elle avait écrit un livre également. Et Agnès Verdier-Moulinier, elle a écrit un livre Où va notre argent? C'est-à-dire qu'elle avait des détails, elle avait trouvé, c'est-à-dire l'IFRA a trouvé 260 milliards d'économies à faire. Moi, je suis en train d'écrire un livre là actuellement. Où va mon argent? C'est chez Gauthier Lebray. C'est vous le dire. Je vous le dis, moi, François. Non, mais parce que si jamais on reste comme ça, moi je ne peux plus voter depuis Chirac. Alors vous avez qu'à regarder. Ah oui, quand même. Je ne peux plus. Mais non, parce que la fracture, vous voyez, M. Chirac avait dit la fracture. Il est arrivé. Il est arrivé. C'est pas la fracture du tibia, on a compris. Non mais ils sont tout contents de. Attendez, François, s'il vous plaît, parce que vous avez dit la fracture et Benaïm et D'Artigol, le couple maléfique de cette émission, et sont contents de dire la fracture sociale. On sait bien que François parlait pas de la fracture du péroné. Non mais vous êtes con quoi. Non mais franchement, oui, François, allez-y, continuez. Non, parce que je vais vous donner à comprendre quelque chose. Il y a à peu près 15 millions de personnes en France qui sont productifs. Le restant est improductif. Donc c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé un peu plus que les autres, qui veulent pas travailler, parce que dans notre pays ça existe par millions. Ça existe. Ils vont attaquer aux gens qui ont bien travaillé dans leur vie, qui ont fait des 50, 60, 70 heures la semaine. Ils vont prendre davantage sur les héritages. Ils vont prendre sur les placements d'argent que ces gens-là. Non. Donc, on va se faire raqueter. Ils vont ruiner l'État. Maintenant, ils vont nous ruiner indépendants. Vous voyez, donc ça va être la ruine totale. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr, François. François, moi, voilà, j'aime les gens comme vous. J'aime les gens comme vous. Et quand je dis des gens comme vous, vous comprenez ce que je veux dire par rapport à des personnes qui m'entourent dans le studio. Non mais des personnes qui ont des convictions, qui disent les choses. J'en ai marre des gens qui ne veulent pas dire les choses. Voilà, on en a marre. Il y a des problèmes, il faut les régler. Il y a Olivier D'Artigol qui veut poser une question. Qui est pour? Je pense franchement qu'elle n'est pas indispensable à l'émission. Je suis complètement d'accord avec vous, Gauthier Lebray, mais comme je veux honorer son salaire, son cachet. Alors François, j'entends beaucoup de choses de ce que vous dites, et notamment la division entre les productifs, ceux qui sont donc utiles au pays, à vous écouter, et ceux qui ne le sont pas. Mais est-ce qu'une infirmière est utile au pays? Bien sûr que oui. Est-ce qu'un policier est utile? Donc vous n'attaquez pas l'ensemble de la fonction publique. Bien sûr que oui. Quelle est utile au pays, une infirmière? Non, les régaliens, ils sont très bien, mais je vais vous dire, les infirmières, il y a un gros problème. Il y en a 40 qui sont dans les bureaux et 60 qui sont derrière les malades. Il y a une bureaucratie non, moi je parlais des infirmières, justement, pas des cadres administratifs de la santé. Si. Dans les infirmières, vous avez 40 infirmières qui sont dans les bureaux, qui étaient infirmières, qui ont passé cadre supérieur et qui se trouvent dans les bureaux, n'ont plus un malade devant eux. Il y en a 40 sur 100 comme ça. Alors il faut réformer ça aussi. Il faut faire une audite. Vous avez vu, Monsieur Bardella, vous allez faire une audite. Vous avez vu avant de parler pour votre retraite. Un moratoire. On va faire une audite. Oui, alors on va faire une audite. Ils ont tous tremblé, ils ont tous attrapé la gastro, la gauche et la droite. C'est-à-dire que ce sont tous mis contre M. Bardella, qui est un scandale de faire ça. C'est de la dictature qui fait ça.
C'est-à-dire les gens étaient libres à la place de les comment je vais dire, leur monter la tête, de ne pas voter, de faire peur. Monsieur Bardella, moi j'ai pas peur de Monsieur Bardella. Il a des idées comme les autres. On a bien le communiste au pouvoir qui est avec tout le communiste qui a fait 120 millions de morts en Europe. Il est vraiment un communiste au pouvoir là. Non, on a eu un communiste au pouvoir, c'est ce qu'a dit François. Ah oui, pas en France. Ah si, quand même. De Gaulle a remonté le pays avec les communistes en 1945. Tiens, il y a le communiste qui serait. Vous m'avez réveillé le communiste, là, François. François Mitterrand, vous m'avez réveillé le communiste, là. En 80. On avait les ministres communistes. Bien sûr. Ma grand-mère a failli faire un infarctus. 4 ministres communistes, exactement. Vous avez vu ce que ça a donné? Bien sûr qu'on a vu ce que ça a donné. Vous savez qu'on s'est jamais relevé de 81, sachez-le. On s'est jamais relevé de 81. La situation d'aujourd'hui, François, tout part de 81. Je vous le dis. Tout part de 80. C'est le début de la fin. On paye les retraites de 81, c'est-à-dire que la retraite à 60 ans, on n'a pas pu la réformer. Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est depuis 80 les échecs successifs. Et 81, ça a été un tournant. 81 à 83, c'est un désastre économique. 80 à 83. 83, il y a juste la victoire de Yannick Noah. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas un désastre. Non, mais pas ça vient de là. Mais ça vient de là. Tout vient de là. Tout vient de là. Les 35 heures avec M. Jospin, le partage du travail. Alors à la place, il y avait 3 fonctionnaires dans un bureau, on en a mis 4 et il y avait du travail. Mettez-moi dans la sauce. Alors vous voyez que ça ne va pas du tout. François, je vous le dis. Ça ne va pas du tout. 80 est une date catastrophique pour la France. La retraite à 60 ans. J'aime bien vous l'entendre dire. De toute façon, la censure là, de mercredi, elle vient de 81. Voilà, tout vient de 81. Et même lui, il va de 81, c'est insupportable. Mais le communiste communiste, ils ont fait que ma grand-mère en 80. Merci. On voulait pas. Regardez le RMI, on l'a remplacé par le RSA parce qu'ils ont toujours des petites tactiques, vous savez, pour envelopper les choses, pour qu'on puisse avaler mieux. C'est-à-dire quand la marchandise est mise, on soigne l'emballage. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, ce qui donne à comprendre que le RMI, c'est un désastre. L'ISF, ça fait fuir un tiers des riches, l'ISF. Et M. Macron, il s'est remis ça sur l'immobilier. Il y a beaucoup qui viennent plus investir en France. Bon, si vous n'avez pas de riches, tout le monde meurt de faim. C'est facile à comprendre, hein. Donc, ce qui donne à comprendre la retraite à 60 ans, ça commence à 80, comme vous dites, les 35 heures, l'ISF, le RMI, et les 2 millions de fonctionnaires qui l'ont mis en plus. M. Mitterrand a mis 1 million en 82-83. Il croyait résorber le chômage en mettant 1 million de fonctionnaires. Ah bien non, c'est désolé parce que c'est improductif. Donc, les gens qui travaillaient, on payait plus pour payer les gens qu'on n'avait pas besoin. Et puis là, on en est arrivé qu'on ne peut plus réformer. Vous voyez, les SNCF, vous avez vu le désastre des SNCF, 2 ans et demi gagnés à cause des Jeux Olympiques. Ils ont gagné 2 ans et demi de travail à ne pas cotiser, et c'est nous qui payons à leur place. Vous appelez ça de la justice? Quand vous les entendez parler, ils sont toujours justes. Ils ont toujours une justice. Non, c'est eux qui coulent les caisses de l'État. Merci. On est coulé par tout ce système. Voilà. Merci. Alors, vivement un homme comme Trump en France. Vivement un homme qui prend l'affaire en main. Ouais. Non, mais pour débureaucratiser cette France qui est soudée par la bureaucratie qu'on n'arrive pas à déboulonner. Voilà. Merci François d'avoir été avec nous. Merci François d'avoir été avec nous. Allez, je vous embrasse fort François, merci d'avoir été là. C'est gentil. On a Thomas en ligne, Thomas d'Île-de-France. Bonjour Thomas. Bonsoir Cyril, bonsoir à toute l'équipe. Merci d'être avec nous Thomas sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous nous avez appelé bien entendu. Vous voulez donner votre avis sur tout ce qui se passe, sur tout ça. Et moi je pose souvent une question, et les Français dans tout ça. Voilà. Thomas, oui. Écoutez, on assiste une fois de plus quand même, il faut quand même le souligner, à un déni de démocratie, enfin un nouveau 49-3. Alors, monsieur Barnier est très stratégique. Il aurait dû prévoir tout ça. Donc voilà, après je pense que c'est un mal pour un bien, parce que finalement ce qui arrive c'est peut-être pas plus mal. Bon là ils ont voté le budget de la Sécu, mais pour le prochain budget je pense que c'est pas plus mal. Je me permets de réagir sur ce que disait François tout à l'heure, c'était fort intéressant. Et c'est vrai que, écoutez, moi Cyril, je comprends pas en fait. On essaye de faire passer un budget, mais en fait il y a des choses qui vont de soi, c'est-à-dire que des choses comme l'AME, pourquoi on ne supprime pas l'AME? Pourquoi on ne supprime pas tout ce qui est, excusez-moi, mais j'assume mes propos, tout le parasitisme en France? Pourquoi on tape toujours sur les gens qui travaillent? Moi je suis agent immobilier. Maintenant, on parle de remettre l'ISF, l'IFI. Mais attendez, ils veulent tuer le business ou quoi? C'est incroyable. C'est incroyable ce pays. Je comprends pas quoi. Pourquoi on ne favorise pas l'entrepreneuriat? Mais c'est ça, c'est ce qu'on dit tous les jours. C'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous, Thomas. Aujourd'hui, on a le sentiment, on a l'impression, en fait, qu'ils veulent tout tuer. Vous avez remarqué ou pas? C'est-à-dire que on a de moins en moins de choses et ils veulent tuer toutes les corporations. C'est un truc de fou. Voilà, c'est insupportable.
Donc c'est comme si c'était une sorte de punition vis-à-vis de tous les Français qui travaillent, et on va leur dire non, on va vous taper encore plus sur les doigts. Moi je comprends pas, c'est complètement incohérent. On pourrait relancer l'économie d'une autre façon. Énormément de pays l'ont fait. Et écoutez, depuis cette dissolution de notre cher président Macron, en fait, le pays est en train de couler. Le pays est en train de couler. Il était déjà en train de couler, Thomas, mais là, on coule à pic. Là, on coule encore plus rapidement que prévu, en fait. C'est ça. Et là, ça va s'accélérer. Vous vous rendez compte ou pas ? On va encore rester sans gouvernement, là. Ça va être n'importe quoi. Il n'y a même pas de budget de voter. On va être obligé de prendre le budget de l'an dernier. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Aujourd'hui, la France n'est pas capable aujourd'hui de perdre un seul jour. Donc, Cyril, il ne faudrait pas voter la censure. Mais moi, j'étais pas pour. Moi, je vous le dis, moi, j'étais pas pour. Moi, franchement, j'étais pour une stabilité. J'étais pas pour la censure, je le dis. Restez avec nous, il est 17h24, on est sur Europe 1. Thomas, restez avec nous. On va reprendre dans un instant. Et appelez-nous 01 80 20 39 21. On attend des auditeurs à l'antenne d'Europe 1. On va prendre que des auditeurs, là, jusqu'à la fin de l'IA. Tiens, vous avez parlé de Notre-Dame il y a un instant. Exactement. Vous savez que le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûlait. On s'en rappelle. Notre-Dame de Paris brûle. On était en direct d'ailleurs à la télévision. Le monde entier assiste impuissant à ce drame. Les images que j'ai vues me bouleversent, me peinent, me révoltent. Je pensais pas voir un jour Notre-Dame de Paris en flammes. Voilà, c'était Stéphane Bern là qu'on entendait, qui était extrêmement ému. 5 ans après, Notre-Dame s'apprête à rouvrir ses portes aux fidèles, plus belle que jamais. Europe 1 consacre une semaine spéciale à Notre-Dame avec des reportages exceptionnels, des invités et un podcast inédit raconté par Pascal Praud et illustré par les archives d'Europe 1. Célébrons Notre-Dame, semaine spéciale dès aujourd'hui d'ailleurs sur Europe 1, et ce sera toute la semaine. Allez, c'est reparti pour On marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, et c'est vrai qu'on a pris un coup sur la tête. Moi, j'ai pris un coup sur la tête pour nous tous les Français. Et oui, tous les jours, on apprend, on voit que ça n'avance pas. Les agriculteurs, on avait fait un pas vers eux, là, ça va être 3 pas en arrière. C'est insupportable. Aujourd'hui, c'est insupportable. Moi, je n'étais pas pour cette motion de censure parce que je pense qu'il faut quand même une certaine stabilité au pays. Déjà qu'on est dans une situation où rien ne peut être voté. Rien n'avance. Là, franchement, je suis extrêmement inquiet pour nous, pour les Français, pour les Français qui nous écoutent. Je suis inquiet pour tous les Français. Je suis inquiet pour les Français qui aujourd'hui ont des difficultés qu'ils n'ont jamais eues avant. Les Français qui travaillent et qui se lèvent tôt et qui travaillent toute la journée ont des difficultés extrêmes. Il y a eu un sondage qui est sorti, il y a je ne sais plus combien, il y a un nombre incroyable de Français. 62%, c'est quoi ? Sur la démission d'Emmanuel Macron ? Non, mais c'est pas du tout ce sondage dont je parlais, merci. Il me disait 62% des Français favorables à la démission d'Emmanuel Macron, c'est pas du tout de ça que je parlais. Je parlais il y a énormément de Français qui vont même pas pouvoir fêter Noël. Oui, voilà, c'est surtout ça qui me dérange, moi. Parce que moi, la démission d'Emmanuel Macron, je vous le dis, la censure de Michel Barnier, qui va être au gouvernement, oui. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les Français. Et moi, le chiffre qui m'a marqué aujourd'hui, c'est plus de 50% des Français qui vont pas pouvoir fêter Noël. Votre sondage, c'est un tiers des Français qui craint de ne pas ou peut pouvoir offrir de cadeaux à Noël. 33%, plus d'un tiers des Français qui vont pas pouvoir fêter Noël. Moi, ça c'est un chiffre qui me parle. Je suis désolé. Et 49% des Français qui craignent de ne pas finir le mois. Voilà, vous vous rendez compte ou pas ? Un Français sur deux. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Donc moi, ils sont bien marrants avec leurs histoires, oui, et en motion de censure, et non, parce que ça nous plaît pas, et ça nous plaît pas. Je suis d'accord, mais à un moment, il faut penser aux Français. On peut pas penser, on est en 2024. Ils pensent tous à 2027. C'est vrai. 2027, vous savez quoi ? 3 ans, 2 ans et demi pour les Français. C'est extrêmement long, surtout dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Il y a une urgence quotidienne pour les Français. Donc aujourd'hui, se dire, on va miser 2027, on va faire des petits calculs les uns et les autres, je suis désolé. Aujourd'hui, les Français, ils peuvent pas entendre ça. Aujourd'hui, les Français, il faut qu'on les aide au jour le jour, au quotidien. Là, je pense aux agriculteurs. Là, aujourd'hui, je me dis, les agriculteurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour eux. Ils ont plus le temps, les agriculteurs, d'attendre encore 1 mois, 2 mois. Il y a combien d'exploitations qui vont mourir ? 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Il y a Thomas qui était avec nous il y a un instant, qui veut continuer à réagir. Après, on prendra d'autres auditeurs. Il y a Jacques qui est en attente. Oui, Thomas. Ben non, tout à fait. Moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que la situation est catastrophique. On est un petit peu dans la politique politicienne, et finalement, ça rajoute du chaos au chaos. Donc, c'est assez infernal. On ne sait pas trop où on va.
Et c'est très compliqué. Bon, moi, je me permets humblement de parler en mon nom, mais pour les entrepreneurs, quand on est à son compte, franchement, on s'inquiète vraiment. J'imagine que d'autres professions s'inquiètent aussi, mais c'est vraiment pas évident. C'est vraiment, il y a un point d'interrogation au niveau économique, et c'est quand même, je sais pas ce que vous en pensez, Cyril ou toute l'équipe, mais c'est quand même assez lamentable, parce qu'à la base, on est quand même un magnifique pays. Non, mais c'est ça. On arrive dans un tel chaos. Moi, je peux pas concevoir ça, quoi. C'est quand même la France, quoi. Écoutez, moi, je prends souvent cet exemple. Je dis, c'est comme si vous avez une magnifique maison, vous lâchez 15 enfants dedans, vous leur dites, allez-y, et vous revenez 2 semaines après, et vous allez voir, même la maison, ça peut être la plus belle du monde, et ça va devenir un dépotoir. Et aujourd'hui, la France, c'est fou, parce que c'est pour moi le plus beau pays du monde. On l'a vu d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit, moi, pour la cérémonie des Jeux Olympiques. J'ai dit, voilà, par exemple, on a vu par exemple que Paris était la plus belle ville du monde. Voilà, c'est ce qu'on a vu pendant cette cérémonie des Jeux Olympiques. Alors on a dit oui, c'était magnifique, mais c'est magnifique surtout parce que Paris est magnifique. Je suis désolé, et que Paris était propre à ce moment-là, parce qu'ils ont tout fait pour que ce soit propre, pour que ce soit viable. Mais aujourd'hui, on a donné un jouet qui a été un jouet magnifique, qui a été cassé gouvernement après gouvernement. Et c'est un truc de fou. Moi, ça me fait énormément de peine. Et je vais vous dire, moi j'ai de la peine pour la France, mais j'ai surtout de la peine pour les Français. Parce que les Français aujourd'hui, ils sont dans une détresse incroyable. Et moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien faire un sondage, auprès des Français pour savoir si vraiment, qu'est-ce qu'ils pensent de cette motion de censure. Et la seule chose qu'ils vont vous dire, les Français, ils vont vous dire, qu'est-ce que ça va changer pour moi, en fait, quand je me lève le matin, que je vais travailler, et que je me couche le soir, et que je prépare Noël, et que je peux pas faire des cadeaux à mes enfants, ou à ma femme, ou voilà. C'est ça le truc. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui compte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas du tout. Merci Thomas d'avoir été avec nous sur Europe 1. De rien, je peux faire une petite aparté. Bien sûr, avec plaisir. J'ai eu la chance de passer dans votre émission la semaine dernière. Je vous avais dit que vous égayiez nos journées en télé. Non, mais c'est vraiment sincère. Et je voulais juste vous demander, alors, à tout hasard, je me permets, mais moi, vraiment, mon rêve, ce serait un jour de pouvoir participer à l'émission TPMP. Si par hasard, vous aviez une petite place pour moi, pour réagir dans l'émission, je serais vraiment... écoutez, je compte prochainement me séparer de Valérie Benaïm, donc avec grand plaisir. Non, je rigole. Non, bien sûr, Thomas, on va vous prendre en antenne, on va faire ça un vendredi, il n'y a aucun problème. D'accord, Thomas ? Avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, Thomas. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans une minute sur Europe 1. On a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. Et Gauthier Lebray va nous refaire un petit point dans un instant. À tout de suite. Hanouna. 17h40, Europe 1, 01 80 20 39 21. On vous attend à l'antenne d'Europe 1. On aimerait vraiment discuter avec vous de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que on est inquiet aujourd'hui dans le studio. Merci d'être avec nous en tout cas. Gauthier Lebray, on a des dernières infos qui tombent. Alors, les dernières infos, c'est la censure qui attend Michel Barnier mercredi à l'Assemblée nationale, puisque le Rassemblement national va déposer sa propre motion de censure, mais surtout va voter celle de la gauche, donc les voix du NFP plus les voix du RN. Le gouvernement tombe même largement. C'est donc l'échec de la méthode Barnier qu'on avait vanté. L'homme du Brexit n'aura pas réussi à négocier avec Marine Le Pen. Le temps a cette fois joué contre lui. Marine Le Pen lui mettait une dernière ligne rouge sur la revalorisation de tous les retraités au 1er janvier prochain à 100% de l'inflation. Il a refusé. Il va donc tomber. Et donc la question, c'est qui pour remplacer Michel Barnier à Matignon qui s'ouvre désormais. Il n'y a qu'un nom qui sort, c'est Lecornu. Sébastien Lecornu, parce qu'il faut trouver un profil élastique, capable de rassembler... champion d'élastique, paraît-il. Capable de rassembler les Républicains, les macronistes, sans se faire censurer par le RN. Et on sait que le RN ne censurait pas de manière automatique Sébastien Lecornu. Il a déjà vu Marine Le Pen, il traite le Rassemblement national, il ne le méprise pas, et on sait comme c'est important pour la patronne du groupe RN à l'Assemblée. Allez, on va prendre des auditeurs en ligne sur Europe 1, 17h42, 01 80 20 39 21. On a Jacques. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous, Jacques d'Aquitaine. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jacques. Bonjour. Jacques d'Aquitaine. Alors, bonsoir à tous. Jacques, bonjour. Jacques, moi je pense à une chose, je voulais en parler avec vous. Moi c'est bien sympa tout ça, mais moi je pense aux Français. Et je me dis que là, je suis extrêmement inquiet pour les Français. On va se retrouver encore sans gouvernement. Moi, j'étais contre cette motion de censure. Moi, je veux dire une chose, monsieur Cyril Hanouna, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Jacques. Moi, personnellement, actuellement, je suis sans voix. Oui. Sans voix devant une Assemblée nationale, dans l'état où elle est, sans voix devant des députés qui ont été élus, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais pour leur carrière personnelle, sans voix devant une présidente du RN qui se targue d'avoir eu 11 millions de Français qui ont voté pour le RN
je peux vous dire qu'aux prochaines élections, je ne voterai plus pour elle de toute façon, car je trouve nulle et lamentable cette manière de gérer et de vouloir gérer la France et de vouloir entraîner un chaos pour des raisons personnelles. Et je suis convaincu que Mme Le Pen oublie qu'il y a actuellement un réquisitoire en cours qui la concerne dans une affaire importante pour elle. Et je ne sais pas si elle réalise quand même tout à fait que ce réquisitoire pourrait très bien être appliqué et que si elle s'imagine avoir une carrière future, elle risque de tout perdre. Et je trouve que ce sont des visions personnelles. Les Français, on les oublie. Ils veulent tous tout changer. Ils veulent tous tout supprimer. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a jamais personne qui pose à plat un dossier pour le régler. Je suis médecin. Le dossier de la médecine n'a jamais été mis à plat. Jamais un ministre de la Santé ne s'est mis au travail pour repenser avec des collaborateurs, des médecins, l'ensemble du système de la santé française. On a donné des milliards, 1 milliard par-ci, des milliards par-ça. Dès qu'il y a un problème, on donne des milliards. Mais jamais personne n'a pris à cœur de gérer le problème médical de la France. Et c'est pour tout pareil. Alors on dit, il y a trop de fonctionnaires. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? On les licencie. Comment on fait pour licencier des fonctionnaires à qui on va payer des retraites après ? Comment on fait pour licencier telle ou telle personne ? C'est pas uniquement qu'il faut dégraisser le mammouth. Il faut réfléchir un petit peu à supprimer des organismes qui ne servent à rien, c'est vrai, et qui coûtent cher. Mais peut-être qu'il ne faut pas toujours tout vouloir changer. Je ne suis pas politique. Je ne connais rien à la politique. Je ne saurais pas diriger la France. Ce que je sais, c'est que les Français ont confié la France à un jeune président à l'époque, que j'estime comme un gamin, qui n'avait aucune connaissance de la politique, qui n'avait jamais été élu dans aucune de ses fonctions, qui était soi-disant le ministre, le général, enfin, le financier de pointe, l'excellent financier, qui a ruiné la France et qui mettra la France à bas. Donc, moi, je suis désolé, j'ai mal et je suis sans mots quand je vois ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale et voter une motion de censure pour tout foutre en l'air, je ne vois pas quoi ça rime. En plus des députés, être député, c'est quoi ? C'est remplir une fonction. Bien sûr. C'est avoir un minimum de respect de soi-même, de l'Assemblée nationale et du peuple de France. Mais il n'y en a plus beaucoup. Sur la gauche, je ne dirais rien parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Sur la droite, je crois que là, maintenant, ils sont en train de monter, c'est leurs intérêts personnels qui comptent avant l'intérêt de la France et l'intérêt des Français. Merci Jacques. Merci Jacques d'avoir été avec nous, c'est extrêmement intéressant. C'est un témoignage important. Jacques, c'est un témoignage important, Jacques, et je pense qu'il y a énormément de Français qui nous écoutent sur Europe 1, dans On marche sur la tête, qui ont la même vision que Jacques. Jacques, il a résumé la pensée d'énormément d'auditeurs d'Europe 1, je pense, sur l'intérêt personnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, Jacques, l'intérêt personnel. Mais aujourd'hui, moi, je pense aux Français tous les jours, et je pense aux Français qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui rentrent le soir et qui se disent malheureusement je pourrais pas faire Noël parce que je suis dans une situation catastrophique et personne ne leur tend la main. Personne ne leur tend la main et personne ne parle d'eux et tout le monde les laisse crever. Et aujourd'hui chaque jour compte. Aujourd'hui chaque jour compte parce qu'on est dans une situation où chaque jour qui passe est un drame pour certains Français. Et on ne sait pas où on va. Exactement, on ne sait pas où on va. Capable de dire et rien, on ne sait pas où on va, Jacques, exactement. Je vais vous dire, on se moquait. Vous savez qu'on se moquait de la Grèce, Jacques. On se moquait de la Grèce, non, mais je me rappelle. On ne sera pas plus brillant que les Grecs. Ah non, on ne sera pas plus brillant. Et je peux vous dire, pendant ce temps-là, et je vais vous dire, Jacques, si on tombe, on tombera de beaucoup plus haut que la Grèce. Et là, on est en train de tomber. Bien sûr. Mais quand même, moi, ce que je trouve énorme, c'est qu'à l'heure où se joue quand même à l'Assemblée nationale quelque chose d'important, on a un président qui est en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il fait ? Pour 3 jours. Il prévoit sa future candidature comme président de l'Europe. Ah, c'est vrai. En tout cas, dans ce témoignage, il faudra suivre ça de près. Il y a peut-être des gens qui, dans les sondages, ont dit oui, allons à la censure. Mais maintenant qu'on y est, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réfléchir aux jours qui suivent. C'est-à-dire comment ça se passait. Bien sûr. C'est-à-dire ils sont confrontés à une nouvelle situation, ils doivent se dire « Ouh là là, dans quoi on bascule ?» On a beaucoup ri aussi de nos voisins belges qui sont restés quasiment 2 ans sans gouvernement. On n'est pas là. Ils ont le record du monde devant l'Irak. Ils ont eu le record. Mais on n'a pas à rire de ce qui se passe à côté parce qu'on n'est pas brillant. On est nul. Tout à fait. On est nul.
Hein. Alors, quoi faire? Bon, je ne sais pas. Honnêtement parlant, je connais connaissance politique, je ne donnerai aucun avis, mais je dis simplement qu'il faudrait qu'une fois pour toutes, nos députés à l'Assemblée nationale se réveillent et réalisent qu'ils sont élus pour défendre et pour faire vivre la France, et pas pour eux. C'est ce que commence à dire déjà la majorité au gouvernement. Jacques. Merci Jacques d'avoir été avec nous. C'est ce que dit Retailleau en disant que Marine Le Pen joue son agenda personnel. Merci Jacques d'avoir été avec nous sur Europe 1. Eh bien, merci à vous et beaucoup. Bon courage. Merci Jacques, merci. Et bon courage à vous aussi. David est avec nous, David de la Loire. Bonjour David. Bonjour Cyril. Bonjour mon petit David. Merci de représenter le peuple français, de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah bah merci David, beaucoup. Ça me fait bien plaisir. Alors bon, vous avez vu, ils veulent me faire taire, hein, mais bon, on a voté pour C8. Merci. Et on souhaite que la chaîne. Alors ça, franchement, c'est vraiment une dictature. David, mais c'est hallucinant. David, c'est important de le dire. Vous savez qu'aujourd'hui, tiens, j'ai oublié de le dire. Vous savez que C8 est passé devant France 5. Ouais, j'ai vu ça. C'est-à-dire qu'on n'est même plus la première chaîne de la TNT, on est la 5e chaîne nationale. On est devant une chaîne RDN. Ça devient ridicule ce qu'ils ont fait. Ridicule, c'est ridicule. C'est une honte. C'est une dictature. Ils maîtrisent l'information parce que vous dites tout haut ce que tout le monde pense. Et ça suffit. Moi, il y a 4 ans, j'ai monté une entreprise de transport routier. Je travaille 12 heures par jour. Aujourd'hui, chef d'entreprise qui m'écoutait, le peuple français en a marre de payer des impôts pour ces gens-là. J'ai été outré de voir que Monsieur Cazeneuve touche 183 000 euros par an de frais. Et il y a Monsieur de Villepin aussi. Monsieur de Villepin qui est les deux sont quasiment à 200 000 euros. Les mecs, ils sont à 15 000 euros par mois. Bien sûr. Pour aller faire des plateaux télé. Je paye 15 000 euros par mois. Je paye 15 000 euros par mois de TVA. Et si je ne la paye pas, je prends 10% d'amendement dessus. Monsieur Hanouna, s'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai répondu que je ne paierai pas ma TVA. Je préfère donner l'argent à mes chauffeurs qui travaillent 12 heures par jour, sous la pluie, sous la neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qui sont sur la route. Et je vais leur donner une prime de Noël, monsieur Hanouna, parce que eux la méritent. Et la TVA ne sera pas payée. Elle ne sera pas payée. Et j'ai répondu, si vous n'êtes pas content, vous pouvez venir tout prendre. Il n'y a aucun problème, parce que ça suffit maintenant. David, vraiment, je vous comprends. Alors, j'espère que ça va pas se retourner contre vous parce qu'ils vont mettre des pénalités, etc. On connaît. Mais David, ce que vous dites, c'est tellement le résumé aussi de ce qu'on pense tous. C'est devenu n'importe quoi. On veut que l'argent aille dans les poches des Français, comme vous l'avez dit, à vos chauffeurs, qui travaillent toute la journée. On a envie. J'ai l'impression, David, je vous dis une dernière chose. On a l'impression qu'ils veulent voir les Français crever. Excusez-moi. C'est ça. C'est ça. Alors Cyril, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, on était sur Lyon, mes camions, et j'ai rien contre les taxis. Hein. Bravo les mecs. Franchement, bravo. J'ai rien contre les agriculteurs. Bravo aussi. J'ai rien contre les gilets jaunes. Bravo aussi. J'ai été gilet jaune. Ouais, je suis chef d'entreprise, je suis descendu aussi pour aller machiner mon mécontentement. J'ai soutenu les agriculteurs. Bravo les gars. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde était dans la rue. Ça n'a pas fonctionné, Cyril. Ils continuent à nous prendre de haut. Ils continuent à prendre notre argent. Donc, le meilleur moyen d'arrêter le système, parce que moi, je suis chef d'entreprise. J'ai un salarié qui fait pas son job, je le vire sur le champ. Bien sûr. Nous, peuple français, nous sommes les entrepreneurs, nous sommes les chefs d'entreprise de ces gens-là à l'Assemblée nationale, au Sénat et au gouvernement. Aujourd'hui, ils ne font pas leur travail. Donc nous, l'entreprise peuple français, les chefs d'entreprise peuple français, que ce soit ceux qui payent leurs impôts ou leur TVA, ou les chefs d'entreprise, ou même le simple foyer qui paye ses impôts, arrêtons. David, merci d'avoir payer et d'envoyer de l'argent. David, vous allez revenir demain, on va démarrer l'émission avec David, qui est extrêmement intéressant, David. On va démarrer l'émission avec vous demain. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve demain à 16h et vous démarrez avec nous demain. Tout de suite, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.